I am walking down the street, thinking the Lord has still got my... Ce podcast se veut très instinctif. Seule la présentation et 2-3 questions sont préparées pour libérer la réflexion et l'échange. Pour que ce moment de conversation reste le plus naturel possible, le montage est très léger pour laisser les silences, les hésitations, les langues qui fourchent, qui en disent autant que les mots. C'est le moment d'ouvrir la porte et de nous installer autour d'un bon thé pour converser et s'écouter. Dans ce premier épisode d'Histoire harmonieuse, vous n'aurez pas une, mais 2 conversations. Pour lancer la saison, nous avons choisi de nous questionner sur ce que représente l'entrepreneuriat et le lien pour nous. Let's go! Quand Fabienne m'a proposé de nous présenter mutuellement pour le premier épisode, j'ai trouvé l'idée géniale, mais j'étais morte de peur. Je ne savais pas faire. Je ne sais toujours pas si je sais faire, mais je suis là à vous parler. Je trouve que ce moment illustre bien l'une des nombreuses belles facettes de Fabienne. Elle sait trouver les mots, nous écouter, poser les bonnes questions pour nous faire avancer, nous donner le coup de pouce qui nous manquait pour nous lancer. Sa bienveillance, sa fantaisie permettent l'éclosion de belles choses, laissent l'opportunité du « c'est fou, mais si on le tentait ». L'air de rien, entre rire, douceur et, en ce qui nous concerne, gâteau, Fabienne est une magicienne. Alors Fabienne, avant de parler de la manière dont tu crées du lien, j'aimerais qu'on aborde un point sur l'entrepreneuriat. Vu de l'extérieur, il semble être un univers où on est assez seul, alors notamment dans la prise de décision, mais au début aussi, on n'a pas forcément une équipe avec soi. Est-ce que tu y as pensé quand tu es passé de salarié à entrepreneur ? Bonne question. En fait, moi j'ai commencé dans l'entrepreneuriat après un burn-out. Donc, je me suis pas posé toutes ces questions-là. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour m'en sortir et pour être moi et pour pouvoir trouver quelque chose pour travailler. Donc, si tu veux, j'étais seule déjà quand j'étais en burn-out, puisque burn-out, moi j'ai fait baleine sur le canapé pendant quelques mois, n'étant pas capable de réfléchir ou de penser à quoi que ce soit, jusqu'au jour où je me suis dit ça suffit, il faut que tu te bouges, quoi, il faut que tu fasses quelque chose. Il y avait eu quelques coups de téléphone, mais sans plus. Enfin, des personnes auxquelles je ne pensais pas vraiment, qui m'ont appelé très gentiment pour prendre des nouvelles. Des personnes qui étaient plus proches, qui n'ont pas pris de nouvelles. Donc, si tu veux, je me sentais déjà un peu seule. Heureusement que j'avais un mari, et que j'ai toujours d'ailleurs, un mari exceptionnel qui m'a aidée, qui m'a épaulée et qui m'épaule toujours. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je serais là s'il n'avait pas été là. Donc, grosso modo, je savais déjà que je pouvais compter que sur moi, ou à part quelques personnes, mais je pouvais compter que sur moi. Donc, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé par sauver ma peau. Donc, on dit souvent que c'est pas le bon moyen pour entrer dans l'entrepreneuriat, qu'il faut vraiment que ça soit un projet, qu'on se sente leader. Et moi, je me sentais pas du tout leader. J'étais même très loin de me sentir leader. Mais du coup, ça m'a permis de mieux me reconnaître, de me poser certaines questions. Je pense que si j'étais retombée dans le salariat, je me serais posé beaucoup moins de questions et je m'en serais pas sortie du tout. Et puis, du coup, les moments de solitude, je les connaissais. Elle m'aidait aussi à me reconstruire, donc finalement c'était pas plus mal. Elle m'aidait à rebondir, sachant que moi, quand je me retrouvais confrontée au monde du travail ou au monde de l'entrepreneuriat, je m'en prenais plein la gueule, mais la faute de personne, quoi. C'était juste une fragilité qu'il fallait que je reconstruise. Donc, si tu veux, ça a été pour moi une thérapie. Un moyen de me reconstruire. 3 ans après, je pense que tout n'est pas reconstruit complètement, mais il y a beaucoup de choses qui sont reconstruites et il y a beaucoup de choses qui vont mieux maintenant. Je suis persuadée qu'on ne sort jamais d'un burn-out.
on met juste des protections pour se protéger. Moi, j'en avais mis un peu trop. Parce que j'avais peur de me retrouver comme une baleine sur mon canapé. Ça a été vraiment un moment terrible pour moi. Donc j'ai fait en sorte de me protéger beaucoup. Donc j'avais du mal à travailler parce que j'avais l'impression d'être tout de suite très fatiguée et très vite submergée. J'ai mis beaucoup de barrières et donc j'essaye maintenant depuis 3 ans de les ouvrir et de laisser la place et d'éloigner toutes ces peurs qui me protègent pour être complètement épanouie dans mon travail. Donc si tu veux, donc voilà, pour revenir à ta question première, tu t'es pas posé la question. Je me suis pas posé la question et finalement ces moments de solitude m'ont aidé à réfléchir et à m'épanouir dans l'entrepreneuriat. Et de toute façon, c'était la seule solution pour moi pour m'en sortir. D'accord. Alors, en question, j'aurais voulu te poser, mais du coup, avec ta réponse, je vais peut-être la tourner un peu différemment. Moi, je voulais savoir si tu avais ressenti une certaine solitude une fois que tu t'es lancée, mais bon, avec ta réponse, finalement, c'est pas quelque chose que tu as mal vécu. Par contre, je vais peut-être la tourner différemment. Est-ce que à un moment ou à même plusieurs moments de ton parcours d'entrepreneur, tu t'es retrouvé à manquer d'informations, de personnes avec qui parler de certains problèmes que tu pouvais rencontrer? Alors les problèmes, ça peut être des problèmes administratifs ou voilà. Et est-ce que tu as ressenti ça en fait une fois lancé, une fois bien dans le bain, quoi? Alors oui, mais je pense encore une fois que c'est dû à mon caractère je suis plutôt timide et plutôt enfermée et j'ose pas aller forcément vers les autres. Donc si tu veux, je me suis sentie par moments assez fermée sur des thématiques que je connais pas, que je maîtrise pas du tout. Le commercial, le marketing, c'est vraiment pas mes sujets, quoi. Donc pour moi, c'était très compliqué de rencontrer des gens et leur dire comment faire. Donc oui, ça a été difficile pour moi cette partie-là, de trouver, j'ai mis du temps à trouver les personnes à qui je pouvais m'adresser. Pardon. Non, vas-y. Comment tu as fait justement pour trouver ces personnes-là? Comment t'es passé? Parce que j'ai l'impression, voilà, que c'est pas sur un schéma, on va dire, classique de l'entrepreneur qui va faire du réseautage, des apéros networking. Donc, du coup, quelle alternative tu as trouvé avec ta sensibilité et ta personnalité pour justement avancer et créer ce lien et rencontrer ces personnes? Alors, j'ai fait du réseautage parce que c'était la seule porte que j'avais trouvée au début. J'ai fait du réseautage, alors avec plus ou moins de succès, plutôt moins que de plus. Mais donc j'ai fait du réseautage où les premières fois, comme en plus je sortais du burn-out, les premières fois où je me tombais dans des salles de réseautage et où je parlais à personne parce que je ne savais pas comment aborder les gens. Donc c'était très compliqué pour moi parce que je ne savais pas quoi leur dire. Je ne savais pas quelle phrase. Moi, ma question qui existe depuis des années, c'est quelle est la première phrase à dire en réseautage? Je ne connais pas cette phrase, je ne sais pas. Bonjour. Oui, mais après. Donc voilà, et c'est d'ailleurs la genèse de ce podcast, c'est qu'est-ce qu'on dit, quoi. Et donc j'ai fait du réseautage, donc au fur et à mesure, moi j'ai observé, alors j'ai besoin de beaucoup d'observer avant de me sentir à l'aise, donc j'ai observé comment les gens faisaient. C'est des codes qui me parlaient pas beaucoup, enfin qui me ressemblent pas et qui me parlent pas beaucoup, et surtout je trouvais ça très superficiel, je voyais pas l'intérêt. Et pour moi, c'était pas un moyen de créer une relation vraiment, alors pas efficace, mais vraiment sincère avec un partenaire pour travailler avec lui. Tu vois, j'ai besoin, moi, de faire autre chose que de la vente pour pouvoir travailler avec les gens. J'ai besoin de les connaître parce que les personnes que je rencontre et avec qui je travaille, j'ai besoin
j'ai pas besoin de savoir toute leur vie, mais j'ai besoin de connaître un minimum de leurs réactions, j'ai besoin de connaître leur sensibilité, j'ai besoin de connaître comment ils voient le travail, pour moi, me dire, ok, je peux travailler avec lui, ou non, je peux pas travailler avec lui. C'est aussi basique que ça. Et dans les milieux de réseautage, je n'ai pas trouvé ça, parce que dans les milieux de réseautage, c'est essentiellement, enfin pour moi, c'est essentiellement de la vente. Et pour moi, la vente, il n'y a pas que l'acte de vente, il y a tout ce qu'il y a autour qui permet d'avoir une relation humaine avec quelqu'un, même si tu fais de la vente auprès de lui. Donc j'ai fait plusieurs réseaux où je me suis dit, j'y retournerai plus jamais parce que c'est pas la peine, c'est pas comme ça que j'y arriverai. Ça me ressemble pas. J'ai fait un réseau qui me tient à cœur, c'est Entreprendre à Bussy, parce que là j'ai vu vraiment des relations humaines, j'ai vu des échanges, mais des échanges pas que sur est-ce que tu veux ma prestation, des échanges comment ça va en ce moment, est-ce que j'ai été me balader à tel endroit, c'est génial, tu devrais essayer, enfin des trucs d'humains normalement constitués, et si par hasard dans tout ça il y a un business qui se fait, et tout le monde est très content. Donc voilà, donc c'est un réseautage qui me parlait, et donc j'y vais moi avec grand plaisir, parce que c'est ma bulle d'oxygène en fait. Au bout d'un moment, c'était ma bulle d'oxygène pour rencontrer du monde. Et puis je me suis dit, voilà, il y a Entreprendre à Bussy, mais ça va pas très loin, il va falloir que tu ouvres ton réseau. Et donc du coup j'ai trouvé une solution qui me convient vraiment, c'est que maintenant, c'est sur LinkedIn que je fais surtout du réseautage, en fonction de ce que les gens postent, en fonction de ce qui m'attire, en fonction de ce que je ressens à travers les posts LinkedIn. Je communique avec les gens et on s'appelle. Et il se passe quelque chose, il se passe pas quelque chose, j'en sais rien. Ça dépend vraiment beaucoup des choses, mais au moins j'ai fait une rencontre et ils me connaissent. Et généralement, il y a vraiment un lien qui se crée entre la personne et moi. Alors en ce moment, c'est en visio et c'est par téléphone, mais finalement, il se crée quelque chose dans les interactions LinkedIn, ça se ressent, et il se crée vraiment un lien. Alors, pas forcément business, mais il y a certaines personnes, quand ils voient des choses, ils me taguent en me disant « ça peut t'intéresser ». Donc, rien que pour ça, c'est juste génial. Après, ça m'intéresse pas, c'est mon problème. Mais créer du lien comme ça, mais c'est vraiment du lien avec des personnes qui me ressemblent, des personnes qui sont ouvertes et qui ont la possibilité de rencontrer eux aussi quelqu'un sans se dire je vais faire un super business, mais se dire voilà, c'est une rencontre et ça se trouve dans quelques années on travaillera ensemble et ça sera très bien, ou on travaillera pas ensemble mais au moins on aura passé une heure de rencontre super sympathique. Moi à chaque fois je rencontre des gens géniaux qui ont 100 000 trucs dans leur tête et moi je trouve ça top, et qui te font découvrir des univers, des choses que tu n'as jamais vues et rien que pour ça c'est juste génial. Donc voilà, c'est ma façon de réseauter qui est ce qu'elle est, mais qui me correspond et qui me permet de créer du lien avec des personnes humaines. J'aime bien cette façon de fonctionner. Justement, tu parlais de visio plutôt téléphone. Est-ce que le confinement a changé quelque chose pour toi en termes de relations, même de création de business aussi? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Ça a changé les choses parce que forcément, il y a un peu moins de physique, soit avec mes clients, soit avec mes partenaires. Mais je trouve, moi, ce moment du confinement et ce moment Covid, je devrais pas le dire trop fort, génial, parce que justement, ça nous permet d'inventer 15 millions de choses. Moi, j'avais proposé une fois d'aller dans un parc et se retrouver tous pour bosser ensemble, tous ensemble, ou bosser chacun de son côté, mais pas être seul, et se retrouver dans un parc tranquillou,
pour prendre l'air, parce qu'on sortait du confinement, et sans risque par rapport à la maladie. Et je pense que je pense que le Covid, malgré tous les mauvais côtés, c'est un super truc pour se réinventer et imaginer plein d'autres choses nouvelles. Et pour moi, c'est juste génial. J'ai l'impression que ce moment entre parenthèses qu'on a vécu est une autorisation à imaginer plein de choses. Donc voilà, moi je lance des choses, ça marche pas tout le temps, hein. Ça marche ou ça marche pas, peu importe. Moi ça m'amuse, les gens s'ils ont envie de s'amuser avec moi ils viennent, s'ils n'ont pas envie c'est pas grave, mais au moins je me dis que j'ai essayé. Donc le Covid, après par rapport à mes clients, beaucoup de choses se font à distance, mais moi dans mon métier c'est pas très grave si c'est à distance parce que tout est sur informatique, donc il n'y a pas de souci. Ce qui manque un peu, c'est le lien justement avec le dirigeant, mais avec la visioconférence, les appels téléphoniques. Moi, je me déplace chez mes clients avec les gestes barrières, il n'y a aucun souci. Si je ressens le besoin de voir mon client face à face, je vais surtout pas me retenir d'aller le voir. Je vais y aller et ça ne me pose pas de problème. S'ils préfèrent qu'on soit à distance, on est à distance. Enfin voilà, moi je m'adapte vraiment à toutes les situations, tout en me respectant. Donc, mais a priori, il n'y a pas grand risque avec un masque et du gel à hydroalcoolique et une distance qui se maîtrise à aller voir un client pour travailler. Bah écoute, merci Fabienne pour toutes ces informations et toutes ces choses que j'imaginais pas forcément. Donc j'ai découvert des petites anecdotes et plus sur toi. Merci Fabienne. Avec Marie, nous avons travaillé ensemble il y a quelques années. À l'époque, elle était gestionnaire paye et j'étais sa responsable. Je me suis toujours demandé pourquoi Marie travaillait en paye. Elle est une femme si passionnée de livres, de chèvres, d'art, de musique, de voyage, de couture, de bière, de vin, tout ça avec modération, rire, fête. J'ai toujours été impressionnée par sa culture. Elle m'apprend tellement de choses tous les jours. Et puis enfin, Marie a pris son envol. Elle s'est écoutée. Maintenant, elle corrige tous mes textes. Elle écrit et elle réalise ses propres vêtements. Elle est trésorière de l'association Les Aliens. Bref, c'est une réelle entrepreneuse. Marie, tu as beaucoup de centres d'intérêt, comme on peut le voir. Tu as fait des études en histoire de l'art et je voudrais comprendre, si tu as quelque chose à nous expliquer là-dessus, comment tu es arrivée à travailler en paye. Je peux expliquer. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi je suis arrivée dans les RH d'abord. En fait, la paye, c'est venu qu'après. Donc effectivement, j'ai fait études en histoire de l'art. J'ai bossé après dans l'événementiel et en fait, je me trouvais pas à ma place. J'étais il y a 10 ans, il y a 15 ans, entre 10 et 15 ans, j'étais pas la même qu'aujourd'hui. J'avais pas autant d'assurance. Et je me sentais pas à ma place en fait dans ce milieu-là. J'ai l'impression que c'était loin de moi, que c'était pas mon milieu en fait. Et surtout ma dernière expérience, j'ai fait beaucoup de commercial et c'est pas du tout mon truc. Et j'ai fait un gros rejet de tout ça parce que je me voyais pas en fait, je me voyais pas bosser dans ce milieu. Et c'est venu un peu en réfléchissant et surtout c'était une façon de m'éloigner un peu des gens que je pouvais côtoyer. C'est un peu particulier, mais du coup j'étais plus en première ligne parce que j'avais pas besoin de vendre le spectacle. Donc j'ai réfléchi à travailler sur de l'administratif. Au départ je voulais rester dans le culturel en me disant l'administratif, je suis dans le culturel et je fais un métier où je suis un peu planquée, ça m'ira mieux.
Et de fil en aiguille, j'ai fait du droit du travail au CNED. J'ai trouvé ça génial parce que la matière est géniale. Il y a plein de choses à apprendre. Enfin, moi, j'avais fait, avant de me faire mes histoires de l'art, j'ai fait une année de droit et j'ai retrouvé l'intérêt que j'avais eu pour le premier semestre, parce qu'après, ça avait changé pour le premier semestre de cette première année. Et ça m'a vraiment intéressée et à partir de là, je me suis dit, pourquoi pas les RH, il y a quelque chose à faire. Et c'est aussi comme ça que c'est venu. C'était une façon de me protéger un peu, de pas être en première ligne, et ça structurait aussi un peu ma vie. Je pense qu'à l'époque, j'avais besoin d'avoir un métier structuré, parce qu'après, au niveau perso, avant j'étais dans une certaine stabilité, après un peu moins, et j'avais besoin d'avoir quelque chose, d'avoir un pan de ma vie un peu ancré pour pouvoir développer les autres ou gérer les autres différemment. Donc c'était le côté un peu sécurisant de ma vie. Le métier, c'est assez cadré. Enfin, de toute façon, on n'a pas vraiment de marge, je pense qu'on peut avoir de la créativité, mais en tout cas je la voyais pas. Et voilà, moi ça me rassurait en fait, et c'est pour ça que je suis passée d'histoire de l'art à RH. Et puis après c'est dans la boîte où j'étais, où là où on s'est rencontrés, où ça a évolué en paye en fait, quand je suis rentrée, je sais pas si on peut dire les marques en fait, ou aussi du coup, quand je suis rentrée chez Lush, du coup, c'était petit, c'était petit, enfin on était, je crois que tout compris avec les boutiques, les vendeurs, on était une centaine quand je suis arrivée. Quand je suis partie, c'était entre 400 et 700 sur les temps forts de Noël. Et j'ai fait plein de choses en fait, et j'ai commencé, donc je faisais tout, la paye, RH, et puis après plus ça grossit, moi j'avais le temps de tout faire, on a agrandi l'équipe, et comme j'avais l'ancienneté, que je connaissais les parcours, finalement ça a été un peu, j'ai fait la paye parce que je connaissais ce qui c'était les antécédents, et ça s'est fait un peu comme ça. Avec le recul, je l'ai pas décidé, c'est parce que je crois même après, quand j'ai commencé RH, j'ai dû me dire non mais jamais je vais finir en paye. Voilà, et donc pour les mêmes raisons, enfin pour des raisons inversées, mais en fait au bout d'un moment j'avais réglé un peu ce que j'avais à régler dans ma vie. Enfin, j'ai pas tout réglé, mais j'avais réglé beaucoup de choses dans ma vie. Du coup, j'avais plus besoin des RH pour le côté cadré, et que j'avais envie de faire des choses qui me parlaient un peu plus. Donc c'est aussi pour ça qu'après j'ai quitté les RH. C'est un cycle en fait. Intéressant ça. Alors Marie, maintenant que la paye est finie et que tu peux laisser libre cours à toutes tes activités, est-ce que tu vas choisir ta nouvelle activité en fonction de tes rencontres, ou est-ce que tu vas choisir ta nouvelle activité par rapport à tes envies profondes ? Alors ce sont des rencontres qui vont me permettre de réaliser mes envies. J'ai fait un bilan de compétences il y a 4 ans maintenant, où j'ai découvert qu'on pouvait être slasheuse, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir 2 métiers en même temps. Pour moi, c'était avant inconcevable. On devait en faire un bien, et me dire qu'on pouvait en faire 2 bien aussi. Pour moi, j'imaginais pas. Et ça a ouvert un peu le champ des possibles. Donc l'idée a fait son chemin aussi, parce que c'est quand même pas une idée qui était simple pour moi au départ. Et du coup, je vais pas avoir une, mais 2 activités. Qui seront. Donc j'ai fait une formation de correction, donc j'aurai la casquette correctrice. Et j'ai la couture dans ma vie depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je me sens capable de passer de la passion à un travail, tout simplement. Donc j'y pense très très fort. J'y pense même, enfin c'est au-delà de penser. Là, je commence à agir en fait pour justement en faire une de mes activités. Top. Est-ce que il y a quelqu'un qui t'a transmis cette passion de la couture, ou Alors non. Et là je fais un big up à ma mère. Non, en fait personne ne m'a transmis, enfin j'ai pas appris aux côtés de quelqu'un.
Ma mère est pas très patiente. Alors, je l'aime très fort, mais là, pour le coup, elle m'a expliqué comment fonctionne une machine. Et puis voilà, je me suis débrouillée un peu toute seule. Et en fait, en y réfléchissant, elle et ma tante, en fait, elle nous faisait des vêtements. Alors, pas tout le temps, mais elle faisait de la couture. Elle a fait mes costumes de spectacle de danse. Et donc, du coup, alors, elle m'a pas forcément appris, mais elle en faisait. Et je pense que j'avais pas conscience, mais ça a dû réveiller quelque chose. Et j'ai vraiment, dans mon souvenir en tout cas, vraiment la première fois où j'ai vraiment voulu faire quelque chose, je devais avoir, je sais pas, 13-14 ans. J'avais une robe il y avait un trou. Alors je sais plus si c'était brûlé avec le fer et j'ai voulu, j'ai l'aimé tellement que j'ai voulu la garder, faire un haut et un bas. Donc c'était catastrophique. Enfin bon, ça n'a rien donné, mais et c'est là où et j'étais toute seule parce que ma mère ça l'a saoulée. Du coup, je me suis lancée toute seule et j'ai fait ça. J'ai dû arrêter très vite quand j'ai vu que ça menait à rien. Et c'est revenu des années plus tard où avant d'arriver à Paris, ouais, quand j'étais à Angoulême, je pense que j'avais aussi besoin de m'occuper à Angoulême. C'était une période où j'ai fait des trucs très chouettes, mais j'ai aussi sur 2 ans, j'ai eu une année où j'ai fait plein de choses et une année où j'ai fait beaucoup moins de choses. J'avais pas un taf génial, enfin pas beaucoup d'heures et tout. Et du coup, j'ai refait de la couture. Alors basiquement pas des fauteuils, des coussins, enfin des choses un peu basiques. Et c'est revenu. Donc j'ai acheté une machine, ou on m'a offert plutôt une machine. Et j'ai commencé à apprendre toute seule. Et après, il y avait des périodes de creux et tout, mais depuis que je suis à Paris, en tout cas, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, ça a toujours été là. Et j'ai appris toute seule et j'ai commencé à faire mes vêtements toute seule. Et après, cours de la mairie de Paris. Et depuis, il se passe peut-être 1 ou 2 mois où... Non, mais même pas maintenant, même plus. Mais il n'y a plus de période de vrai creux. De temps en temps, oui, j'en fais pas parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais c'est là depuis toujours. Après, je me dis, il y a peut-être aussi des choses à creuser. Je sais plus si... dans ma famille, il y en a pas qui ont fait un peu tout. Enfin, oui, forcément, mes arrière-grands-parents, enfin mes arrière-grand-mères surtout ont dû coudre, mais je sais pas s'il y a pas un petit quelque chose à creuser aussi de ce côté-là. Mais voilà, en fait, c'est revenu crescendo et puis en prenant aussi de l'assurance et en voyant que j'arrivais à faire des choses aussi plus concrètes parce que au bout d'un moment les coussins ça m'a saoulée quoi. J'avais envie de faire autre chose et en fait j'ai gardé le cap. Ça a été enfin avec le recul j'ai vraiment tenu sur les années, moi qui pensais pas pouvoir. Et ouais voilà, ça a aussi prouvé que je pouvais faire des choses sur une longue durée et continuer encore. Et finalement, jamais lâché, même si tu as eu d'autres activités par ailleurs. Non. C'était toujours là, sous-jacent. Toujours sous-jacent. Et à partir du moment où j'ai commencé à prendre des cours à la mairie de Paris, ça a été l'envolée. Parce que j'ai appris tout ce qui me manquait. Enfin, j'apprends encore, mais tout ce qui me manquait pour bien faire les choses. Et là, du coup, à force de faire, en plus, je me rends compte, comme j'ai quand même beaucoup pratiqué ces 2-3 dernières années, et puis surtout l'année qui vient de s'écouler, j'ai vachement progressé. Et là, je suis assez fière. Tu as raison, tu fais de très belles choses. Merci. Donc, il y a le fil conducteur quand même, c'est la couture. Mais dans ton parcours vachement hétéroclite, avec beaucoup de choses passionnantes, est-ce que pendant tout ce parcours, tu as eu une personne qui a été référente pour toi ou en fonction de chaque activité, tu as eu une personne référente pour chaque activité? Je ne sais pas si j'étais claire sur ce coup-là. Si j'ai compris. Si, tout à fait. Alors, je pense que sur la durée, je ne vais pas forcément avoir 2 personnes référentes parce que les choses sont très différentes. J'ai eu j'ai des personnes, enfin, alors déjà ma famille, puis des amis que je connais depuis très longtemps, et là je fais un petit big up à Noé, que je connais depuis très longtemps, qui me suivent, donc qui ont suivi en fait tous ces différents parcours, parce que pendant un temps je séparais un peu les choses, qui ont suivi, qui ont laissé faire les choses aussi. Après je pense que pour chaque étape en fait il y a eu
des rencontres pour le coup, et c'est des personnes différentes qui, je pense, qui sont restées, par exemple, pour les ressources humaines. C'est mon arrivée chez Lush. J'avais commencé à travailler un tout petit peu avant, et puis du coup j'ai quitté le job où j'étais pour aller travailler chez Lush, et ils m'ont donné vraiment c'était une chance pour moi de pouvoir bosser dans les ressources humaines. J'arrivais à la bouche en cœur un peu, j'avais mes formations, toute ma bonne volonté, l'envie de bien faire, mais ils m'ont vraiment donné ma chance et un espace pour me développer en fait. Donc ça a été vraiment très chouette, et ces rencontres-là, là il y en a une, mais c'est tous ceux avec qui j'ai travaillé, mais la première c'est quand même Émilie, parce que Émilie, elle était là pour l'entretien d'embauche, et elle m'a suivi sur tout mon parcours chez Lush, et même en dehors, voilà. Donc elle a marqué le côté, mon arrivée en RH, on va dire. Mais bon, elle suit. Si finalement elle suit aussi. Et puis pour la couture, c'est une amie que j'ai rencontrée, Céline, que j'ai rencontrée en cours de compta à la mairie de Paris. Voilà, voilà, ça aussi pareil, c'est une petite. On s'est dit la compta, ça peut être bien. Enfin bon, bref. Et on a fait toutes les deux de la compta, on a bien suivi les cours. Et puis ça nous a. Pour l'instant, ça nous sert pas à grand chose, mais peut-être, on ne sait pas. Et c'est avec elle que j'ai vraiment développé le côté couture. En fait, c'est grâce à elle que je me suis inscrite au cours de la mairie de Paris, et on travaille ensemble sur grandir en couture en fait. Et donc elle fait partie du côté couture, et après elle a suivi bien sûr toutes mes péripéties autres, mais c'est une. Et puis il y a Olga, ma prof actuelle à mairie de Paris pour la couture. C'est des rencontres. Alors là, c'est sur ces deux thèmes-là, mais pareil, quand j'ai commencé dans l'événementiel, j'ai travaillé sur un festival, et j'ai travaillé sur la partie littérature avec. On recevait en fait, c'était un festival de musique du monde, mais il y avait un pôle littérature, on recevait les auteurs et autrices. Et je m'occupais un peu de la coordination, de l'organisation de cet événement-là. Et j'ai eu le retour d'une personne, alors donc c'est la femme d'un auteur, qui m'a dit que j'étais faite pour ça. Je crois que c'était la première personne qui me disait quelque chose d'aussi franc. Alors après, je l'ai longtemps gardé, et c'est pour ça que j'ai longtemps voulu faire ce métier-là, et peut-être que je le ferai d'une certaine façon, mais pas comme je l'entendais à l'époque. Et je garde cette phrase précieusement, et voilà. Donc ça va être. Et cette personne, par contre, je ne l'ai pas revue, et ça a été un mot. Enfin, c'était une phrase, ça a été un moment, parce que ça a été que quelques jours. Et oui, il y a des personnes qui m'ont donné confiance, qui m'ont laissé en fait pour chaque domaine, on va dire, qui m'ont donné ma chance, cru en moi, m'ont donné confiance, et ça m'a permis de faire ce que j'ai fait. Et aussi, alors là c'est venu aussi sur le tard, mais de pas non plus m'en vouloir si ça marchait pas, mais ça c'est venu plus tard aussi. Ça a été plus compliqué, le fait de passer d'une chose à l'autre, mais j'ai toujours été, en fait, les personnes qui sont restées, les personnes qui m'ont marqué, c'est des personnes qui m'ont compris, et qui ont été dans la bienveillance, et qui m'ont soutenue en fait. Voilà, je suis peut-être partie un peu dans les dans les tours. Non. Merci beaucoup Marie. Merci Fabienne. On se retrouve bientôt, dans un mois à peu près, pour l'épisode 2. Ouais, avec une super invitée. J'ai hâte. Bonne journée. This is really something. I'm telling you one